Salut à tous et bienvenue. Alors c'est très rare que je fasse une vidéo uniquement basée sur l'actualité, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Pourquoi vous vous en doutez? C'est parce qu'on a eu des petites secousses sur les marchés à mon avis qui vont pas forcément s'arrêter, qui vont probablement continuer. En tout cas on va avoir de la volatilité, donc je trouve ça sympa de commenter dans ces moments-là. Moi j'ai retenu 3 événements qui méritent qu'on en parle. Le premier c'est bien sûr la baisse des valeurs américaines et notamment des valeurs technologiques. On a ensuite la vente par Warren Buffett des positions de la moitié de la position d'Apple de Berkshire Hathaway, et enfin ce qui se passe un peu au Japon avec le yen, etc. Alors je vais commencer très rapidement par le Japon, c'est ce qui vous intéresse le moins. Là je vois que ce lundi matin, le Topix japonais est en baisse de 12% après avoir déjà bien dégringolé. Je ne sais plus combien il a perdu vendredi dernier, mais je crois que c'était 5 ou 6%. Quand on a comme ça des baisses massives, et on le verra aussi sur les valeurs technologiques, ce que j'aime bien faire, c'est voir jusqu'où ça nous ramène en arrière, parce qu'on a quand même un marché haussier depuis qu'on n'a quasiment jamais vu dans l'histoire, donc il faut arrêter de se plaindre de temps en temps. Donc là, si je vois sur le marché japonais, on est sur des niveaux d'octobre 2023, donc on a même pas effacé, même pas une année de gains. En fait, on doit être sur 9 mois de gains, mais c'est vrai que sur le Japon, c'est très violent. Ce qui s'est passé sur le Japon, c'est très spécial, c'est qu'en fait, le yen est une monnaie qui est à des taux d'intérêt zéro depuis très 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 longtemps. Donc il y a un trade qui est très commun, notamment parmi les hedge funds, c'est ce qu'on appelle un carry trade, c'est-à-dire qu'ils ont emprunté en yens, puisque ça coûte rien, pour jouer sur un peu tout le reste du monde, notamment d'autres taux d'intérêt, pour jouer sur cet écart de taux d'intérêt. Et il s'avère que la banque centrale du Japon a monté le taux d'intérêt, ce qui a rendu ce type de trade beaucoup moins intéressant, et ce qui fait que beaucoup de gens ont donc dû racheter leur position sur le yen. Le yen s'est envolé. Évidemment, le Japon, c'est un marché qui est extrêmement exportateur. Donc toutes les valeurs exportatrices, quand il y a un choc comme ça à la hausse sur le yen, c'est très mauvais pour elles, c'est très mauvais pour leur compte de résultats. Voilà pourquoi la baisse sur le marché japonais, qui est aussi forte, n'est finalement pas tant liée. Alors bien sûr, il y a une partie aussi de crainte de récession sur les États-Unis, mais il y a aussi cette grosse partie yen, société exportatrice, etc. Donc comme ils ont un peu les deux facteurs, crainte de récession américaine plus crainte sur le yen, voilà, c'est ce qui donne un peu ce désastre côté japonais. Maintenant, sur la partie Warren Buffett, donc on a appris samedi que Buffett, donc au travers bien sûr de sa holding Berkshire Hathaway, avait vendu la moitié de sa position à Apple. En fait, je crois que c'est 49%. Il a vendu 75 milliards dans Apple. Et comme cette nouvelle est arrivée en même temps que la nouvelle, que les chutes sur les valeurs technologiques, tout le monde a fait le lien, mais en fait dans le filing de la SEC qui a fait Berkshire Hathaway, on sait qu'il a vendu, mais on ne sait pas quand. Et en fait, il a probablement pas vendu. Donc déjà, c'est en juin. Donc il a vendu sur plusieurs jours, sur plusieurs probablement semaines, vu la taille de la position. Donc c'est 2 événements qui sont pas liés. Alors bien sûr, ce qui est lié, c'est le fait que Warren Buffett pense que l'action est surévaluée, l'action Apple, sinon il l'aurait pas vendue. Mais ce que je retiens aussi, c'est qu'il en garde la moitié. Donc s'il pensait réellement que Apple était beaucoup trop surévalué, il aurait vendu la totalité de sa position. Warren Buffett, c'est le papy qu'on connaît, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des paris monstrueux. Donc il a vendu la moitié, il aurait tout à fait pu vendre la totalité de sa position. C'est pas quelqu'un qui a des attaches particulières, ou qui veut pas faire souffrir le PDG, ou qui veut donner un signal, etc. Non, c'est pas du tout ça. S'il pensait réellement qu'Apple n'avait plus d'espoir, il aurait vendu la moitié. Il joue pas avec son propre argent et l'argent de ses actionnaires légèrement. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant qu'il n'en vende que la moitié. Et l'autre aspect plus intéressant, c'est de savoir maintenant ce qu'il va faire de la pile de cash, des 276 milliards que détient Berkshire Hathaway. Et personnellement, en tant qu'investisseur depuis longtemps dans Berkshire Hathaway, j'avoue que ce mouvement m'a fait plaisir, parce que je me dis, moi, si j'investis dans Berkshire Hathaway, c'est pas juste pour avoir un pseudo ETF un peu plus calme qu'un ETF, c'est aussi pour avoir des gérants actifs qui prennent parfois de gros paris, et c'est ce qu'a fait Warren Buffett et ses équipes. Donc je me dis, voilà, enfin un gros pari, on va voir s'il a eu raison, s'il a eu tort. Si je regarde un petit peu l'historique de Warren Buffett, c'est quelqu'un qui a très souvent bien acheté, mais il n'a pas très souvent bien vendu. Enfin, il a souvent, oui, on ne peut pas lui cacher ça, c'est un des meilleurs investisseurs de la planète, donc bien sûr qu'il a bien vendu, mais je veux dire, il a certaines fois vendu trop tôt, il s'est mordu les doigts pour avoir vendu ses positions en Costco, etc., enfin, dans plein d'autres situations. Donc, c'est pas parce que Warren Buffett vend, surtout s'il en garde la moitié, qu'il faut absolument vendre toutes ses positions Apple, mais en tout cas, je suis content, en tant qu'actionnaire dans Berkshire Hathaway, qu'il soit un peu plus actif que ça. Alors maintenant, sur la baisse du marché, notamment du marché américain et des semi-conducteurs,
les valeurs tech en général, mais les semi-conducteurs notamment. Elle a commencé jeudi. Tout a commencé en fait avec la publication de l'enquête mensuelle de l'ISM, Institute for Supply Management, qui a montré que l'activité manufacturielle, industrielle, si vous voulez, américaine, était en train de ralentir. Et puis, c'est surtout vendredi que ça s'est accéléré avec 2 chiffres qui ont été publiés. Le taux de chômage, tout d'abord, et puis les créations d'emplois aux États-Unis en juillet. Alors, le taux de chômage américain, lui, il est monté à 4,3%. Contre 4,1% en juin. Et dans le même temps, il y a 114 000 emplois qui ont été créés aux États-Unis, 65 000 de moins qu'il y a un mois. Alors, il faut quand même voir que l'économie américaine crée toujours des emplois, c'est juste qu'elle en crée à un rythme plus lent qu'habituel. Et ce que ces chiffres ont changé, c'est que, vous savez, la bourse se raconte toujours une histoire. Et là, l'histoire que se raconte la bourse, elle a changé. Avant, on parlait de soft landing, c'est-à-dire d'atterrissage en douceur. Et l'idée, c'était qu'on avait eu une surchauffe de l'économie américaine post-Covid et que l'économie, maintenant, elle ralentissait. Mais que la Fed allait piloter les taux pour qu'on atterrisse sans passer par la case récession. C'est-à-dire que l'économie, elle allait progresser moins vite, mais sans avoir une décroissance. Donc, on a la Fed qui surveille l'inflation, qui surveille l'économie et qui jongle entre... il faut qu'on baisse les taux pour faire un atterrissage en douceur. Et tout a changé avec ces chiffres de l'emploi qui sont sortis. Mais l'idée maintenant, c'est que la Fed s'est trompée, que la Fed n'a pas vu que l'économie ralentissait plus à cette vitesse-là, en fait. Donc, elle va baisser ses taux trop tard. Septembre, c'est maintenant considéré comme trop tard. Et donc, la nouvelle idée, le nouveau storytelling de la bourse, c'est que les États-Unis vont subir un gros ralentissement avant que la baisse des taux fasse son effet. Ce qu'on critique maintenant, c'est de dire oui, mais la Fed n'a regardé que l'inflation et pas assez le marché du travail, le marché de l'emploi. Donc la Fed, qui maintenait les taux élevés pour lutter contre l'inflation, n'a pas vu l'autre indicateur important qui était l'économie. Donc résultat, tous les paris qui avaient bien fonctionné les mois précédents, les actions qui avaient le plus progressé, ils ont subi une belle claque. On pense évidemment à la technologie américaine, puisqu'on est évidemment en saison de résultats, on est en saison de résultats bien avancée. Donc dans la même semaine, on a vu les résultats des entreprises, et notamment les entreprises de la tech, qui n'étaient pas spécialement catastrophique, mais globalement pas non plus très bon. Et vous savez, j'avais déjà parlé de Nvidia, des data centers, des semi-conducteurs, etc., pour expliquer que ce qui faisait exploser le compte de résultats de Nvidia, mais finalement de toute l'industrie des semi-conducteurs, c'est bien sûr l'intelligence artificielle et surtout les énormes dépenses de CAPEX, les énormes dépenses d'investissement de Microsoft, d'Alphabet, de Meta, d'Amazon, etc. Donc si ces entreprises-là commencent à avoir des résultats qui tout sautent un peu, qui ne sont pas si bons que prévu, en plus, on a donc les restrictions de vente de semi-conducteurs de haute technologie à la Chine que que tout le monde, en fait, le futur président américain va sûrement faire passer. En tout cas, on sait que c'est déjà compliqué pour les semi-conducteurs de ce côté-là. Donc, on voit que les semi-conducteurs, ils sont pas dans une super passe. Et comme ils avaient eu des résultats assez exceptionnels les mois précédents, c'est bien sûr eux qui se prennent la claque en premier. Donc, toutes ces boîtes qui vivaient par les dépenses des géants là, pour l'intelligence artificielle, donc Nvidia, Broadcom, ASML, ASMI, KLA, Lam Research, STM, etc., sont ceux qui souffrent beaucoup depuis quelques jours. L'idée, c'est que s'il y a une récession, alors les géants de la tech vont arrêter leurs dépenses dans les semi-conducteurs, dans les puces, etc. Ou alors, pourquoi ? Parce qu'ils vont se rendre compte potentiellement que leurs énormes investissements ne vont pas être rentabilisés. Donc voilà, c'est un peu la question du moment, d'où les chutes un peu... même pas un peu, totalement impressionnante qu'on voit en ce moment. Si je prends, puisque au moment où je parle, il y a que l'Europe qui est ouverte. La ASML s'est pris une grosse claque récemment. J'ai vu que ASMI c'était encore bien pire. ASMI elle baissait de 12% tout à l'heure, elle est plus en baisse que de 3%. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on voit qu'on a une variation 5 jours sur ASMI de 13%, mais elle est encore en hausse de 12%. Et ça, vous allez le voir sur beaucoup de sociétés. Si je prends KLA, sur une société que j'ai en portefeuille, que j'avais déjà revue en vidéo, moi je me souviens que je l'avais acheté, la dernière fois que je l'avais acheté à quelque chose comme $570. Et on était en début d'année. Donc je ne veux pas dire de bêtises, je pense que j'avais dû en acheter 570, c'est où ? Voilà, j'avais dû en acheter mi-janvier. Ensuite, j'avais mis des ordres d'achat, je ne sais plus, autour de 630, quelque chose comme ça, en février, qui n'avaient jamais été
été exécuté. Donc KLA s'est pris une monstre claque, elle a baissé de 8 ou 9% vendredi dernier, on verra à combien elle va ouvrir aujourd'hui, 8% vendredi, mais vous vous rendez compte, on est revenu à quoi? On est revenu au niveau de mai 2024. Je veux dire, c'est complètement... on est juste revenu sur la hausse récente. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, c'est totalement normal, c'est légitime. On est trop gourmand. On a oublié que le marché pouvait baisser. On se prend des claques de 10%, 15%, 20%, mais on oublie que depuis le début de l'année, parce que si je prends KLA, malgré la baisse récente de 12%, elle est encore en hausse de 20% depuis le début de l'année, donc on voit, il faut relativiser tout ça. Et si j'applique la même philosophie, si vous voulez, sur un indice monde, on est aujourd'hui, 3448, on revient à quoi? On revient à des niveaux de juin. Vous vous rendez compte? Donc, si vous êtes investisseur depuis un certain temps, ne me faites pas croire que vous avez perdu de l'argent. Je ne vois pas comment c'est... Enfin, si vous êtes investi de manière diversifiée, blablabla, hein, pas si vous faites du trading dans tous les sens, mais si je prends le SP500, alors ceux qui peuvent être attristés, et ils ont bien le droit, c'est les tout nouveaux investisseurs qui ont ouvert un compte et qui ont investi pour la première fois mi-juillet, il y a 15 jours. 15 jours, 3 semaines, eux, je peux comprendre que ça, que ça coince, que ce soit compliqué. Mais si je prends le SP500 aujourd'hui, on revient sur des niveaux de juin, à nouveau début juin. Et si vous regardez depuis le début de l'année, on a quand même une hausse magnifique d'ici là. Donc c'est tout à fait le genre de retracement pour le moment, qui est tout à fait logique. Après, c'est pas juste un petit retracement de prise de profit, on voit, comme je le disais, qu'il y a un changement de narratif, comme on dit en bourse, c'est-à-dire que l'histoire change maintenant du point de vue des taux d'intérêt de la Fed. On pense que la Fed va baisser ses taux de 50 points de base en septembre, qu'il y aura 3, mais probablement même 4 baisses de taux sur cette fin d'année. Donc, si le narratif change totalement, alors il va falloir attendre les prochains résultats des entreprises pour rassurer. Donc, les résultats du troisième trimestre. Et vu qu'on vient de terminer la saison des deuxièmes résultats, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'autres choses qui viennent rassurer d'ici là. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je prends côté européen, comme la croissance était moins forte, vous allez me dire, comme c'est bizarre que la croissance soit moins forte en Europe. Donc la BCE a baissé ses taux en juin, et évidemment les marchés européens sont tellement liés au marché américain qu'ils ont eux aussi souffert, et notamment, j'en ai déjà parlé, le secteur des semi-conducteurs européens, ASML, ASMI, STM, etc. Et lors de la saison de résultats, on a quand même eu pas mal de déceptions, et rien qu'en France, on a vu les résultats de Kering qui étaient vraiment pas terribles, ceux de LVMH qui étaient moyen, ceux de Stellantis, Renault, etc. Donc l'Europe aussi souffre, elle souffre du côté des semi-conducteurs et du côté des résultats qui étaient extrêmement moyens. Donc ce mouvement, j'ai envie de dire, il est plus que normal. Si on va vers une récession, le marché, je trouve, est encore généreux. On perd juste les 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois de hausse qu'on a eu récemment. On est encore largement positif globalement, à part ceux qui sont purement européens, mais depuis le début de l'année. Et puis, il faut relativiser. Je trouve que les chiffres américains, ce taux de chômage de 4,3%, ça reste quand même faible, même pour les États-Unis. L'économie américaine crée toujours de l'emploi, mais à un rythme plus faible. Je serais plus inquiet du côté des semi-conducteurs si effectivement les gérants de la tech réduisent fortement leurs dépenses. Donc, on peut se dire, oui, mais alors, est-ce qu'il faut vendre, pas vendre, etc. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Le truc, c'est que moi, je ne veux pas me poser la question tous les jours. Alors, est-ce qu'il y a atterrissage en douceur? Est-ce qu'il y a récession? Que va faire la Fed? Que va faire Microsoft, etc. Et Nvidia, comment ils s'en sortent? Tout ça, ce serait perdre mon énergie vraiment pour rien. Ce que je fais, c'est pas grand-chose. Ce que je fais, c'est que je continue à regarder les résultats des entreprises plus que les indicateurs macro. Vous le savez, je m'intéresse au taux, je m'intéresse au pétrole, je m'intéresse aux devises par intérêt perso, mais je suis focalisé sur les résultats des entreprises. Pour moi, c'est vraiment ça, la bourse. Si je devais avoir une courbe sous les yeux, ce serait bien plus une courbe des résultats des entreprises, des earnings, plutôt qu'une courbe de la bourse. Et en fait, la bourse, qu'est-ce que c'est? Un cours de bourse, c'est une valeur qui fluctue autour de cette courbe des résultats et qui fluctue beaucoup plus que cette courbe des résultats, parce que les résultats sont toujours connus avec du retard, avec plusieurs mois de retard, puisque quand on publie, comme en ce moment, les résultats du deuxième trimestre, c'est des résultats qui portent de mars à juin, on les publie souvent courant juillet, donc on est en train de regarder les résultats qui ont plusieurs mois de retard, donc la bourse ne fait que deviner les résultats futurs, donc on a cette courbe des cours de bourse qui fluctue énormément en fonction des émotions du marché autour de cette courbe de résultats
résultats. Mais moi, comme je suis à très long terme, ces petites fluctuations-là de plus 2, moins 2, plus 10, moins 10, ça ne m'intéresse pas. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais ça ne m'intéresse pas, à part pour les opportunités que ça peut créer. Et j'ai envie de dire, je suis vraiment plus content que quand les actions baissent que quand elles montent. Parce que moi qui achète des actions et des ETF tous les mois, plus ça baisse, plus je suis content. Vu que je ne compte absolument pas retirer cet argent dans les 6 premiers mois, dans 6 prochains mois, dans la prochaine année, les 2, 3, 4, 5, ou 10, voire même 10 prochaines années, quel intérêt j'ai à ce que la bourse soit élevée cette année, l'année prochaine, l'année d'après? J'ai bien plus intérêt à continuer à investir avec une bourse déprimée, avec tout le monde qui déteste la bourse, tout le monde qui se moque de moi en disant ouais, la bourse c'est fini, etc. Je préfère 1000 fois ça à avoir des valorisations superbes, à faire le kéké avec mes portefeuilles, etc. Ce n'est pas du tout mon intérêt, c'est pas mon but. Si vous êtes investi pour du court terme, pour du moyen terme, alors oui, il faut prendre ces variations en compte, c'est même très important pour vous. Plus vous faites du court terme, évidemment, plus vous n'allez faire que jouer que cette volatilité de la bourse et pas du tout les résultats des entreprises. Moi, c'est la courbe des résultats des entreprises. Je n'ai aucune idée de ce que va faire la Fed, l'emploi américain, etc. Et c'est pas, voilà, mon but, ça ne m'intéresse pas de regarder ça. Donc voilà, vu qu'une belle valorisation de mes portefeuilles, ça ne sert à rien, j'ai depuis bien longtemps enlevé mon ego de la bourse. Voilà, ça n'a aucun intérêt pour moi. Et c'est aussi l'avantage, j'avoue, de vivre de mes placements immobiliers plutôt que la bourse. C'est aussi le choix que j'ai fait. Quand on me pose la question parfois, mais pourquoi est-ce que tu ne vis pas purement de la bourse? Pourquoi est-ce que tu vis de tes loyers immobiliers? La réponse, elle est là. C'est que je suis extrêmement zen et je sais que cette poche-là, je n'ai pas à y toucher pour vivre. Donc voilà, c'est la manière dont vivre de ces investissements, ça nécessite aussi de faire l'allocation en fonction de sa psychologie. Et moi, je sais que je ne serais pas capable de vivre 100% de la bourse émotionnellement, psychologiquement. J'ai une famille, je ne pourrais pas... Là, je serais en train de trembler si je devais vivre 100% de mes revenus boursiers. Alors, j'ai fait cette vidéo le matin. Je vais la poster d'ailleurs plus rapidement que d'habitude. Je vais la poster, je pense, en fin de matinée ce lundi. Je ne sais pas encore ce que va donner la bourse américaine. Ça va être extrêmement intéressant. On voit à quel point les marchés sont nerveux quand je vois typiquement ce qui s'est passé sur ASMI oui, c'était ASMI, je crois qu'il y a une des plus baissées ce matin, qui était à moins 12% et qui revient maintenant à moins 2. On voit que tout le monde a le doigt sur la gâchette. Tout le monde a envie de prendre son profit, mais n'y croit pas réellement. On n'est pas sûr que ce soit vraiment le début d'une récession américaine. Donc ça va être vraiment sympa à suivre. Donnez-moi votre point de vue, bien sûr, en commentaire sur l'état des marchés actuels. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez comme moi à regarder un petit peu les opportunités les plus intéressantes, voilà, sans spécialement stresser, ou est-ce que vous réallouez votre portefeuille? Mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et puis voilà, si vous avez des questions dans lesquelles je peux répondre dans d'autres vidéos, ce sera bien sûr avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité. N'oubliez pas de mettre un petit like, c'est toujours sympa, et moi je vous dis à bientôt.